Comme l'a fait Chili's dans le sport, Honest dans la logistique, Aura dans le luxe, on a essayé vraiment de trouver en quoi la blockchain pouvait être intéressante pour une problématique spécifique de la musique. On amène deux options dans l'industrie de la musique, la traçabilité et la propriété. Il y a un son, et en dessous on dit, j'ai fait simple, mais on va dire c'était qui le bassiste, c'était qui le chanteur. Les VC institutionnels fonctionnent par hype. L'argent va où est l'argent. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira. Aujourd'hui, j'accueille deux anciens apprenants d'Alira, je suis hyper content de vous accueillir. Jean-Christophe, Loïs, merci beaucoup d'être là. Merci. Jean-Christophe et Loïs, vous portez un projet qui me tient énormément à cœur et que je trouve hyper ambitieux, qui s'appelle le projet Allfit. C'est un projet de blockchain, on pourrait presque dire d'infrastructure. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne Allfit? L'idée d'Allfit, c'est de fournir une infrastructure pour l'intégralité du monde de la musique. Okay. D'essayer de résoudre une problématique liée à la musique qui est la gestion de la metadata. Ouais. Pour faire très simple, à travers une blockchain, on assure traçabilité et propriété. On essaie de mettre en place cette blockchain, cette infrastructure au sein de la musique. Ok, hyper cool. Vous êtes passé par Alira, c'est ça, il y a 3 ans maintenant, ça remonte un peu. Hein. Ouais, 3 ans. Ok. Ça commence à faire. Ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Vous en êtes où du coup dans ce projet et comment ça s'est construit sur les 3 dernières années? Ça a été long. Ça, il faut quand même le noter pour tous ceux qui montent leur projet, leur structure. Ça a été plein de. On sent les heures et les heures de boulot. Ah bah oui, plein de rebondissements, des week-ends, puis des choses, et puis des gens qui viennent et qui vont dans le projet aussi. Hein. C'est toute la vie de n'importe quelle structure. Donc l'adaptation, les pivots, le fonctionnement, voilà, ça c'est beaucoup de choses, de discussions, d'échanges, la nuit ou le jour, ça dépend. Mais après c'est extrêmement enrichissant. Mais c'est vrai que ça a été très long et beaucoup de résilience et surtout de questionnement sur toute la façon dont on monte un projet. Parce que juste un petit point quand même une petite roadmap. On s'est lancé en plein beer. Super. On a levé en plein FTX. Sympa. Parce que 3 semaines avant. Vous avez levé pas mal vous avez levé combien déjà? Alors, je vais y venir. Mais là, pour le coup, à ce moment-là, on est avec un VC américain qui avait mis à l'époque, ils étaient rentrés à $300,000 à $1 sur Solana. Ok. Et ils venaient de faire un exit. Okay. Et donc là, ils nous regardaient la banane et tout. Donc ils allaient rentrer et bim, 3 semaines plus tard, on a des échanges de documentation, bap, plus rien. Donc voilà, donc on lève en beer, enfin on monte en beer, ce qui est plutôt intelligent parce que derrière, ça veut dire qu'on sort en bulle, donc c'est plutôt pas mal. Mais derrière, donc FTX, allez hop, donc plus le droit de parler de blockchain, il fallait surtout pas, c'était un gros mot. Et après derrière, la zone, donc nous administrativement, il y a plein de sujets qui sont arrivés. Et puis voilà, on sort maintenant au bout de 3 ans un peu à travers tout cet écosystème-là. Voilà. Ok. Comment ça s'est passé du coup la levée? Alors oui, donc pour répondre à ta question, donc on a levé, en fait, on lève 1,2 million. Ouais. On a levé quasiment 950 000 avec surtout de la private. Donc au début la team, après 600 000 euros sur ce qu'on appelle la contributeur 2. La contributeur 3, c'est celle qu'on a fait actuellement. On a levé 480 000 euros. Et là, donc, actuellement, on a ce reliquat là. Ça s'est très bien passé. En fait, on n'a pas voulu aller, du fait de notre histoire, on n'a pas voulu aller sur 1, 2 ou 3 VC. Ouais. On a été chercher spécifiquement, enfin, on a été expliquer, évangéliser le projet, et puis il y a des gens qui disaient, bah tiens, moi ça me dit, je viens. Donc on a eu 66 investisseurs. Ok, c'est quand même pas mal. Mais c'est ce qu'on voulait. En fait, on voulait favoriser surtout l'exit. 66 investisseurs, ça veut privé. dire que tu as dû, en privé, ça veut dire que tu as dû parler avec des centaines et des centaines de personnes. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Oui, tout à fait. Ok, donc 67, et vous réunissez aujourd'hui 800 000 euros. Ouais, là pour l'instant on a 958 de verrouillés et on a encore ces fameux 200K qui se baladent. Donc on a toujours cette enveloppe de private sale qui est ouverte, qui va être clôturée d'ici peu, puisque là on commence la gamification de la communauté.
Ok, trop bien, génial. Vous en êtes où dans le développement et dans le déploiement de la blockchain et des différentes applications qui sont dessus? Donc là, on a déployé le réseau de test, donc le testnet début février. Ok. On a développé la première grosse partie du projet, c'est-à-dire de pouvoir créer son profil d'artiste directement sur la blockchain. Ouais. Donc ça se fait avec tout un module qu'on a développé nous-mêmes et avec une structure de data qu'on a aussi développée nous-mêmes, on y reviendra. Et là, pour l'instant, dis-moi si je me trompe, mais on a plus de 12 applications Ok, super. qui sont presque onboardées en fait déjà sur la blockchain de test que vous avez mis en place. En fait, ce qu'on voulait faire avec Loïs, c'était pas seulement de dire ok, on fait une infra comme beaucoup là, il y en a encore une récemment qui est sortie, il y a une infra qui sort. En fait, ils ont un parcours où ils lèvent 3 millions sur un PowerPoint, ils font le truc, derrière ils lèvent 1 million en ICO, ok, et puis en fait on s'aperçoit que le token ne tient pas la route. Parce qu'en fait, il n'y a pas de commu, il n'y a pas d'applicatif. Donc nous, ce qu'on voulait faire dès le début, comme l'a fait par exemple Chili's dans le sport, Honest dans la logistique, Aura dans le luxe, en fait on voulait vraiment le dédier à l'industrie. Donc on a réfléchi à un projet, donc on va en parler plus tard, mais on a essayé de vraiment de trouver en quoi la blockchain pouvait être intéressante pour une problématique spécifique de la musique. Ce qui veut dire que pendant le testnet, on avait à cœur d'aller chercher des applicatifs et leur dire bah, venez nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on a 13 applications avec lesquelles on discute de façon très très proche. Okay. Et on a 6 applications qui sont aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont en train de se dev sur Rollfit en mode testnet. Donc ça nous permet, nous, de faire tourner à blanc plein de choses. Et quand on sortira, on devait sortir là. Ouais. Donc pour la fête de la musique, pour le 21 juin, ça mais en fait, les apps, en discutant avec elles, en fait, elles nous ont dit, bah, nous, on aimerait plutôt continuer de dev pendant l'été, faire un truc proprement. Et en fait, quand vous sortez, bah là, en fait, on sort et la blockchain, et la communauté est là, et l'applicatif. Et donc là, d'un coup, ça devient vraiment un cas d'usage. Donc on n'a pas de problème avec ça. En fait, on devait partir, on devait sortir à peu près au mois d'avril, et puis pour plein de problématiques, notamment administratives, les sujets de passeport et autres, parce qu'on ouvre la blockchain, c'est un réseau open source, donc on l'ouvre en Suisse, décentralisé. Et donc il fallait qu'on enregistre tout ça dès le 1er janvier. Donc il y a un certain nombre d'éléments administratifs qui nous ont fait reculer, ce qui fait qu'aujourd'hui on a profité du fait que les applications nous ont demandé de prendre un peu de temps. On a dit ok, on continue nous de construire, ce qui fait que la chaîne elle est propre. Ouais. Là maintenant on est en train de développer donc l'option qu'on a inventée au niveau de la blockchain qui s'appelle le MIDS. Loïs en parlera un peu plus, et c'est ça en fait qui est vraiment le cœur nucléaire d'Olfit. Pourquoi aller sur n'importe quelle autre blockchain lorsqu'en fait une blockchain open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut travailler dessus, propose des outils dédiés à l'industrie musicale. Okay. Ben voilà, Olfit l'amène. Ok. Du coup, alors, effectivement, avant de rentrer peut-être dans le truc technique, c'est en un mot, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir une blockchain pour l'industrie de la musique? C'est quoi le problème que vous réglez? On amène 2 options dans l'industrie de la musique, la traçabilité et la propriété. Okay, donc la traçabilité à travers les smart contracts, donc typiquement ça peut être les droits d'auteur, surtout cette thématique-là. La propriété, c'est le fait d'avoir par exemple un transfert de catalogue. Bon, cette propriété-là, à travers le NFT notamment, ça permet en fait de faire voyager toute cette information, toute cette data, cette metadata. Okay. Le troisième point, comme c'est une blockchain, à travers le token, ça permet en plus de créer, comme on est en layer 1, ça permet d'avoir un token natif dans tout un écosystème et de créer de l'engagement communautaire. Donc ça peut être de fans, d'artistes, même entre d'app, et ça amène cette solution-là. Maintenant, pourquoi dans la musique? C'est parce que, en fait, ça fait quasiment maintenant une vingtaine d'années qu'on parle de la problématique de la metadata dans l'industrie musicale. En fait, une metadata, c'est quoi? C'est l'information qui s'ajoute à une data première. Donc, par exemple, un son. Par exemple, c'est mon morceau de musique. Exactement. Okay. Une différence entre alors, je n'ai pas donné de nom, mais entre un streamer mainstream et un streamer qui est niche, qui est plus niche. Voilà, typiquement, alors eux, on peut en parler, par exemple, Cobooz. Voilà. Okay. Donc, eux sont vraiment dans une recherche d'avoir toute la metadata. Donc, l'information, donc il y a un son. Et en dessous, on dit, j'ai fait simple, mais on va dire, c'était qui le bassiste, c'était qui le chanteur, c'était qui le troubadour qui était là. Bon, et toute cette information-là, pour des raisons plutôt techniques, on considère qu'on ne va pas la mettre. Sauf qu'en fait, c'est un enjeu derrière sur la pérennité de l'œuvre, sur
qui on doit payer quand. Ben, peut-être que en fait, à tel concert, moi, en tant que fan, je voudrais écouter cette musique-là. Oui, mais en fait, ce jour-là, c'était pas le même bassiste, c'était un autre. Bon, quid des droits voisins et quid d'autres choses. Donc voilà, donc pour la musique, on essaie de résoudre la metadata. Il y a eu plein de choses qui ont été réfléchies. Le GRD, Global Repertoire Database, qui a été complètement abandonné, alors qu'il y avait plein d'entreprises qui étaient dessus. Et encore plein de sujets. Maintenant, avec l'IA, alors pour le coup, nous, blockchain plus IA, c'est le combo parfait. Donc voilà, la metadata, on la résout, on essaie de la résoudre avec la blockchain. Ok, hyper cool. Loïs, t'es le directeur technique du projet, c'est ça? Ouais, exactement. Comment ça marche techniquement? Comment on fait pour créer un projet de blockchain qui fonctionne, qui soit fiable, qui soit robuste? Comment t'as mis ça en place? Ok, donc la blockchain, elle est basée sur Substrate. Donc c'est un framework, donc c'est comme une boîte à outils pour les développeurs qui est fait pour développer une blockchain. C'est une approche modulaire, c'est-à-dire que eux, ils s'occupent vraiment que du corps d'une blockchain. Une blockchain, c'est quoi? C'est un consensus, c'est ça, c'est ci. Et en fait, eux, ils font juste ça. Et nous, après, on peut attacher des modules qui vont remplir chaque cas d'usage qu'on veut amener à la blockchain. Ok. Voilà. Donc nous, c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des modules en fait pour chaque cas d'usage précis. Par exemple, je parlais des artistes tout à l'heure. Les artistes, c'est un module en lui-même. Et ça se rapproche avec ce qu'on parlait du MIDS. Donc le MIDS, c'est quoi? C'est le Music Industry Decentralized Data Structure. Okay. En fait, c'est exactement ça qu'on fait dans les modules, c'est qu'on va chercher à définir une structure de données pour un acteur de la musique. Donc là, on va prendre l'exemple de l'artiste et chercher à optimiser cette structure de données pour que ça soit le mieux possible dans le transfert de la donnée dans un contexte décentralisé, donc que ce soit léger, avec le moindre coût, voilà. Et donc c'est ça, c'est tout l'enjeu. Donc ça deviendrait un genre de standard de fichier pour l'industrie de la musique. Ouais, pour le Web3. Okay. Ouais. Et c'est de chercher en fait le mieux, le plus léger et le plus complet en même temps. Et donc c'est ça qu'on recherche, c'est quel type de données pour le nom de l'artiste, quel type de données pour stocker ça, quel type de données pour stocker ça, voilà. Okay. Ça c'est tout l'enjeu en fait. Ok. Si moi, développeur, admettons, formé chez Alira par exemple, qui du coup suis rompu à toutes les technologies qu'on appelle donc EVM, Ethereum Virtual Machine, donc en gros toutes les technologies qui découlent d'Ethereum, je veux développer une application décentralisée sur Rollfit, comment est-ce que je peux faire? Donc je parlais de Substrate, qui est le corps de la blockchain, donc c'est du Rust, donc rien à voir avec l'EVM, sauf qu'on a rajouté un module qui est en fait une virtual machine EVM, et qui permet de faire un bridge, donc un pont entre le core et l'EVM. Donc en fait, les développeurs peuvent directement brancher leur contrat Solidity via ce module, et en fait c'est directement lié au core, et en fait le numéro de bloc de la machine virtuelle EVM c'est le même que le core, tout est lié, et du coup c'est hyper fluide pour les devs, parce que pour eux c'est du Solidity. En fait, si les devs ont pas besoin de s'intéresser au core Rust pour développer. J'ai pas besoin d'apprendre Rust en plus. Ouais, non, pas du tout. Okay. En fait, ce point-là est vraiment crucial à comprendre, c'est que alors on est plus ou moins, on le répète assez souvent, mais on a tous à peu près tort. Il y en a qu'un qui a raison, c'est le marché. Et donc en fait, il faut absolument c'est pour ça qu'en fait autant de sociétés font des pivots. C'est parce qu'à un moment, la demande publique fait en sorte que il faut savoir y répondre. Quand on a réfléchi à la blockchain au début, on disait ok, c'est très bien EVM, mais en fait Rust, et aujourd'hui ça fait consensus, avoir une blockchain en Rust, il y a quasiment pas de débat. En revanche, pour plein de sujets, notamment la facilité à l'écriture, Solidity au-dessus. Et pourquoi? Parce que de notre point de vue, Ethereum a plié le game. First in, first all. Ils étaient là au début. Tout le monde est arrivé. Ok. Bon. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'en ouvrant cette option Ethereum, on a des applications qui viennent de Polygon. Ouais. On a des gens de Ethereum, on a des gens de Avalanche, on a des gens alors maintenant, il y a des gens qui sont de Tezos, il y a des gens de Near Protocol. Donc en fait, ces applications-là viennent, ou Cardano, là récemment, là. Pourquoi ils viennent? C'est parce qu'en fait, il leur manque un point crucial, c'est l'aspect communautaire. Okay.
je fais juste une parenthèse là-dessus. Quand on considère qu'on crée un protocole pour une industrie, ça veut dire qu'on a en effet au-dessus les applicatifs qui sont dédiés à l'industrie. Nous, on est en B2B, donc nous, on s'adresse majoritairement aux applicatifs. Mais ça veut dire que toute la commune derrière de ces applications peuvent travailler, ils peuvent jouer entre eux. Ouais. Mais ensuite, il y a un point, les validateurs. Là, nous, on le voit dans le Discord. Discord.allfield.com du reste. Dans le Discord, en fait, on a les développeurs, mais en fait, les gars, ils sont à fond dans la musique. Donc ça crée une traction. Aujourd'hui, par exemple, on a en validateur, on a donc Token Tracks qui vient, il y a Wiseband, il y a RubyChain, il y a une école de blockchain, il y a Icart qui est une école de blockchain, il y a Alira qui est d'ailleurs qui vient en validateur. L'idée, c'est d'avoir dans la zone de validation des techs et des gens de la musique. Par exemple, bon, voilà, des noms qui vont arriver là. Donc, nous, on est super contents parce que c'est des gens qui sont aux États-Unis, en Asie et qui sont dans le milieu de la musique. Donc là, validateur, monde de la musique. Très souvent, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui sont plutôt des tiers, qui amènent des services à l'industrie musicale. Là où les applications amènent des produits à l'industrie musicale. Donc du coup, on amène les deux. Et enfin, avoir un token qui fasse le pont dans tout ça, bah, ça devient hyper intéressant. On a une vraie TVL parce qu'il y a des vraies bandes passantes, parce qu'il y a des vrais enjeux. On crée de la gamification entre applications. Ok. Comment ça se passe, puisque là tu parles du token, comment ça se passe la création d'un token? Je sais que parfois c'est même pas parfois, c'est sur les projets blockchain, c'est toujours un sujet qui est un peu l'arbre au milieu de l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Comment je le crée? Comment je fais pour qu'il ait une valeur de marché? Où est-ce que je le liste? Est-ce que je paye 200 000 balles à un exchange pour qu'il me mette mon token dessus? Comment on fait? Ça a été des longues discussions. En fait, nous on a plutôt une approche j'allais dire française, c'est-à-dire ingénieur, le reste, le blabla, on passe à côté. Mais en fait, il se trouve qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il faut de la communication, du gambling, des trucs, de la poudre. Ok. Donc, la blockchain, quand on a réfléchi, on a dit, ok, on fait les choses proprement, on dev dans la cave, on explique, mais voilà, on fait le truc propre. Mais il est arrivé le moment de cet enjeu du token. Et là, ça devient un vrai sujet parce que il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut aller chercher c'est quoi une tokenomics, comment on la pond, comment on organise aussi l'allocation en interne. Tu vois, là, nous, aujourd'hui, on est très content de notre tokenomics parce qu'en fait, on a dû la revoir 3 ou 4 fois, mais il fallait l'affiner au plus. Et puis, moi, je voulais voir... Moi, d'un point de vue, parce que j'ai fait 6 ans d'armée, 6 ans de DRH et 6 ans de finance. Donc, en fait, j'avais une appétence... Ça formate son homme. Bon, en fait, ce qui me passionne, c'est le support. Donc, cette partie financière-là m'a vraiment servi parce que je comprends la façon dont les gens amènent la réflexion la réflexion financière, enfin l'approche financière. Là où Loïs, du coup, toute la partie tech, on arrivait en fait à matcher un peu tout ça, enfin à coordonner un peu tout ça. Donc la tokenomics, c'est vraiment ultra important. Après, il y a quand même pas mal de poudre aux yeux, des gars qui arrivent et disent moi, je fais ta tokenomics, c'est bon, je vais te la faire. Ok, quand tu te poses sur la table, tu te dis combien on paye pour ça? Bon, en fait, non, on va se la faire en interne. Donc, mais après, je le comprends. Enfin, tu vois, moi, j'étais dans les premiers. J'ai fait les surfing Bitcoin au tout début à Biarritz, là où on était 50 pélos. Après, derrière, tu vois, il y a des gens de 2018 qui arrivent et tu les vois maintenant. Ils font des événements. Il y a 50 personnes. Je veux pas faire le vieux chouf, mais tu te dis ouais, quand même. Tu vas m'expliquer. Je t'ai vu arriver, grand. Enfin, moi, il y a pas de problème. Donc, c'est un écosystème qui grandit. Qui reste assez petit aujourd'hui. Assez vite, tu connais les gens. Donc c'est compliqué de. En fait, tu sais que la personne qui est en face de toi, elle va prendre ton projet pour se former. En plus des Layer 1 en ce moment, tu n'en as pas 50. Donc la tokenomics, ça a été vraiment le point rouge. On a mis, on a dépensé, j'ai pas envie on a perdu, mais on a dépensé beaucoup d'argent dans ce sujet-là, en conseil, en réflexion. En prenant quelqu'un, puis en passant par d'autres, puis en prenant un cabinet, puis en passant par un autre. Donc ça, c'est un vrai gros sujet. Ouais. C'est quoi ton enseignement si tu devais transmettre un enseignement à un entrepreneur ou à un groupe d'entrepreneurs qui veulent se lancer sur un projet de Layer 1 ou pas d'ailleurs sur la tokenomics là je sais pas combien t'as coûté ton enseignement, je sais pas combien t'as dépensé. J'ai l'impression que c'est au moins 6 chiffres là quand je vois. Non, c'est trop. Enfin, en fait, si tu veux, non mais c'est comme on est riche de ce qu'on dépense pas.
C'est bien vrai. On est d'accord. Donc, partant de ce principe-là, l'argent qu'on a dépensé est déjà trop. Mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que... Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement que tu pourrais transmettre aux suivants? On a un fonctionnement intrinsèquement qui est très open source. Okay. On se dit tout, on ouvre complètement. Il y a eu des clashs, mais on a été complètement transparent avec ces gens-là. Il y a eu et puis on dit les choses, tu vois. Je dis, bah attends, je comprends pas pourquoi. Non, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense que, de mon point de vue, le vrai enjeu, c'est d'être transparent. Okay. De dire exactement voilà, j'ai quelqu'un qui vient, qui me dit, je vais t'expliquer. J'écoute ce que tu me dis, je comprends rien à ce que tu me dis, quoi. Ou ça fait sens ou ça fait pas sens. Bon. Je pense que c'est juste cette simplicité-là de fonctionnement qui tient les choses de façon pérenne. Après, tu vois, le pivot qu'on fait sur EVM, on y a passé des soirées sur le téléphone, dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et puis à un moment on dit ok go, on y va. Yes. Pourquoi? Puisqu'au début vous vouliez pas intégrer la partie EVM, c'est ça? Ouais, ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le pivot du coup? Alors en fait, de base, on était parti sur ok, les devs vont tous dev en Rust avec ce qu'on appelle le Inc. Donc c'est ce que Parity, donc les développeurs de Substrate et de Polkadot mettent en place. Peut-être qu'on peut rappeler pour les non-développeurs qui nous écoutent en quelques mots Rust, ce que c'est, comment c'est. Ouais, Rust, donc c'est un langage assez bas niveau. Ouais. On peut le comparer, on compare le plus souvent à du C et du C++, mais qui en fait facilite vraiment la gestion de la mémoire, de par ce mode de fonctionnement assez spécial au niveau du garbage collector. Et du coup, ça permet de faire des programmes qui, s'ils compilent, ça marche, il n'y aura pas de fuite de mémoire, il n'y aura aucun problème de mémoire. Donc si ton programme compile, ça marche très bien. Okay. Et ça, pour de la blockchain, c'est essentiel en fait. Ouais. Tu peux pas te permettre d'avoir des fuites de mémoire sur une blockchain, des problèmes de mémoire, d'allocation, Okay. C'est un truc qui est très performant, mais qui est aussi assez exigeant pour les développeurs parce que du coup, tu peux pas utiliser des grosses librairies ou des grosses fonctions, des grosses choses qui font tout à ta place, mais qui du coup. Voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle le code safe, donc c'est quand tu codes en Rust, faut faire majoritairement du safe. Mais aussi, tu peux aussi faire du unsafe, donc là, ça revient à faire du C++. Okay. C'est toi qui gères la mémoire toi-même. Et donc, on voulait bâtir là-dessus. Okay. Et on voulait faire ça, propre. Et tu voulais du coup que tous les développeurs finalement développent aussi. Voilà. Donc en passant par Inc, qui est en fait des contrats, ce qu'on appelle en WebAssembly. Donc tu prends un code de Rust ou de C ou de C++, plusieurs langages peuvent se traduire en WebAssembly. Et WebAssembly, c'est un langage universel. Okay. C'est développé par Mozilla qui développe Firefox. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est des contrats en WebAssembly. Donc il y en a aussi sur Solana. On commence à en voir assez souvent. Et donc on partait là-dessus. Et en fait, on s'est dit que, en fait, les devs, tous les devs qui venaient nous voir, ils disaient Solidity. Ah non, pas Solidity. Ah d'accord, on va voir, on verra la semaine prochaine. Ouais, et puis surtout, donc ça c'est le premier point. Ouais, et en fait, derrière, c'est de se dire, ok, notre réflexion, on n'a pas dérogé sur nos fondamentaux. On a dit, ok, peut-être que pour ce plug, il faut quelque chose de plus souple. Ouais. Donc le corps est toujours béton, ok, mais pour faire rentrer, on va autoriser cette solution-là. Et là, d'un coup, là, ça a été... Et en plus, ça faisait sens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens venaient nous voir en disant, ah bah oui, là, typiquement, on discutait avec un CTO EVM, ah bah oui, non, mais clairement, une blockchain en Rust, ça fait complètement sens. En revanche, pour l'applicatif, ok, passons en EVM. Ouais. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas être plus royaliste que le roi. Ok, on avait fait le corps, il est propre, c'est béton, c'est solide. Maintenant, on autorise cette option-là. Ok. Ouais, et deuxième point aussi, c'est qu'on a eu des problèmes d'intégration de ce module Inc. C'est une technologie très 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 jeune. Donc Parity, ils sont dessus. Je sais que c'est dur, mais c'est très jeune. Et du coup, on a rencontré pas mal de problèmes techniques là-dessus. Des trucs qui n'allaient pas avec les versions qu'on utilisait. Voilà. Alors que l'Ethereum, c'est là depuis presque 10 ans bientôt. Ouais. Solidity, pareil. Alors certes, ça a des défauts, évidemment. Il y a plein de défauts sur Ethereum, mais c'est comme je disais, c'est les premiers là.
Donc ça ne peut que s'améliorer maintenant. Ouais. Ils ont adopté le public Web3, bah bien joué à eux, maintenant ils peuvent plus améliorer le truc. Et du coup, nous, on a rebondi sur cette intégration. Et par exemple, en interne, donc on a le RC20, le RC1155. Et ben en fait, en interne, on aura l'AFT20 et l'AFT1155 qui va pouvoir être un applicatif pour l'industrie musicale. Ok. Et qui permettra du coup de construire par exemple sur ce que tu appelles l'AFT20 et l'AFT1155. Et ben alors, l'idée, c'est que comme on crée une infrastructure pour une industrie et qu'elle est open source, il faut essayer d'avoir un référentiel, un standard. Donc, à partir du moment où en fait, il y a des choses qui vont être créées en externe, il faut être capable, nous, en tant que blockchain, d'être interopérable. Ce qui veut dire, j'ouvre une parenthèse, mais ça veut dire qu'en fait, c'est plus aux applications de se casser la tête à le faire. Nous, on va aller le faire de façon sécurisée, et puis, ou en tout cas sécure pour tout le monde. Mais surtout, si en fait, il y a des innovations qui sont inventées au niveau d'Ethereum, ben, nous, on va pouvoir le dupliquer. Mais aussi, à l'intérieur, par exemple, si Didex, donc là, on parle musique pure, mais si Didex vient, ils disent, ben, en fait, la blockchain, c'est intéressant. On voudrait développer ce code-là, par exemple le 1155 qui est utilisé pas mal dans le stream. Ben, en fait, ce code-là, on voudrait inventer une version. Il y a un développeur qui arrive, ben, il pourrait avoir le 1155.1. Okay. À partir du moment où on a l'AFT 1155.1, on est capable, nous, d'avoir notre propre bibliothèque. Et c'est là, en fait, où ça devient absolument génial. C'est qu'on absorbe les nouveautés étrangères, on les intègre pour les appliquer à la musique. Et ceux qui sont en interne dans la musique, en développeur, peuvent prendre le code qui est complètement open source, allez-y, ouvrez, faites ce que vous voulez et développez. Ok, trop bien. Cool, bon, bah, hâte que ça sorte. Donc c'est octobre, c'est ça, la date du mainnet. Enfin, en tout cas, non, Q4. 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 Et vous avez, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une douzaine d'applications déjà. Oui, avec lesquelles on discute. Ouais, ça fait. Et puis là, bah, maintenant que ça commence à faire un peu de bruit, même qu'on sort un peu du bois là. Enfin là, on a 1000 personnes là sur notre Discord. Bon, voilà, c'est tout naissant. Mais ça y est, la communauté arrive et commence à vraiment comprendre le sujet. D'ailleurs, pour faire un mix entre tout ce qu'on vient d'aborder et justement ce lancement, il y a eu un sujet dans la phase de réflexion, puisqu'on est une solo chain. Ouais. Ça n'a pas été évident au début, ça a été un gros sujet de réflexion. Si c'est d'ailleurs peut-être ce que c'est pareil pour les gens qui sont moins solo chain. Alors, comme on est en Substrate, on aurait pu rentré sur Polka. Ouais. Mais historiquement, on avait aussi un sujet sur Cosmos. Alors, il se trouve qu'on a des connaissances, des contacts dans les deux écosystèmes. Alors, je fais une aparté. Je crois que c'est en Q4 2023, je me rappelle d'une semaine où, en fait, Atom pump d'un coup, pendant une semaine, tout le monde dit « Ah, regarde, t'aurais dû venir sur l'écosystème. » Bon, sidechain, ok. Et vraiment, 15 jours plus tard, bop, le dot « Ah, regarde, t'aurais dû rentrer. » Bon, en fait, l'idée, c'est, comme on est dédié à l'industrie, on veut être substrate et donc solo chain et essayer d'intégrer un maximum d'informations. Si demain, toutes les chaînes inventent des protocoles, bah, nous, on ira essayer de l'implémenter au niveau de la blockchain. Ça veut dire que vous ne vous reposez pas sur une autre blockchain comme Ethereum, Polkadot. Ni sidechain, ni... pour assurer votre sécurité, vous assurez vous-même votre sécurité. Ouais. Okay. Propre consensus, propre sécurité. Une sécurité pour l'industrie musicale. Avec quand même... avec Substrate quand même, donc il y a quand même un paquet de développeurs derrière. Okay. Mais voilà, l'idée c'est que... Oui, du coup, vous en êtes où sur le déploiement au niveau des validateurs, du nombre de nœuds, de tout ça, qu'est-ce que vous avez prévu et comment ça marche? Bah là, on recherche toujours en fait des validateurs, donc l'axe sur lequel on veut se diriger, c'est des validateurs qui sont un pied dans la musique et un pied dans la tech. Okay. C'est d'avoir un mix des deux. C'est vrai qu'on en a pas parlé, alors je l'ai pas mentionné, enfin je le dis de manière implicite en utilisant le mot validateur, mais donc c'est de la preuve d'enjeu, c'est ça hein? Ouais, okay. Totalement. Et du coup, voilà, on cherche des validateurs qui sont surtout dans la musique. Ouais. On veut en fait, on fait une blockchain pour l'industrie musicale, sécurisée par l'industrie musicale, c'est un peu notre slogan. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait. Après, de toute façon, ça sera libre, dans tous les cas, ça sera libre. Mais on aimerait en fait que en haut à la tête du réseau, ça soit de la musique. Ce qu'on avait imaginé au tout début, c'est que par défaut, un CTO d'une DApp soit un validateur. Okay.
On aimait bien cette idée-là. Et puis bon, évidemment, on contraint personne, donc en fait, ça sera complètement libre. Mais en fait, l'idée, elle était là. Elle était d'avoir cette option-là. Nous, aujourd'hui, donc, ce que je disais, c'est qu'on a déjà en fait des gens de la musique qui sont validateurs, ou des gens de la blockchain, ou même des écoles qui sont là en termes de validateurs. L'idée, c'est d'intégrer un maximum de l'écosystème musical. Si moi, demain, je veux devenir validateur sur Allfit, comment je fais? Eh ben, tu télécharges du coup le nœud, donc c'est un programme. Donc pour le moment, c'est à toi de le compiler. Donc tu compiles et tu le lances, et en fait tu as juste un argument à passer, c'est je veux être validateur, donc -validator. Et ensuite tu as toute une inscription on-chain à faire, en mettant des tokens en jeu. Ouais, c'est combien les tokens qu'il faut que je mette en jeu? Alors pour l'instant c'est pas défini, du coup ce sera défini au mainnet. Et voilà, en fait c'est vraiment le processus. Et déjà, on a tout un répertoire maintenant, en fait, une bibliothèque, donc docs au pluriel, .allfit.com, qui explique absolument tout. Dans l'idée, là, on voudrait quand même qu'il y ait des validateurs qui viennent au niveau du testnet pour essayer de séquencer un maximum de choses. Il y a de belles informations qui vont arriver là, au niveau des validateurs. Donc on est vraiment plutôt très content là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on puisse lancer avec vraiment toujours pareil. On veut pas juste faire un truc comme ça où on s'est fait plaisir pendant 3 ans. On veut vraiment qu'il y ait un intérêt pour l'industrie musicale. Et alors, je reste sur les validateurs un instant. Donc, les quantités de tokens à mettre en jeu vont être définies du coup Q4, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez défini le modèle de récompense déjà pour les validateurs, ou pareil, ce sera pour Q4? Du coup, donc on est sur du nominated proof of stake. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une sorte de classement. Par exemple, si je dis les 20 meilleurs, c'est eux qui vont valider. Donc pendant 24 heures, ils vont être validés, ils vont être mis dans un sac. Et donc tous les blocs, on les tire au sort. Tirage au sort, comme ça, déjà, on peut pas prédire qui va valider. Ce qui est important au niveau sécurité. Donc c'est un tirage au sort aléatoire. Et en fait, ils sont récompensés. Donc pour le moment, tous les fees sont directement versés au validateur qui a validé le bloc. Donc on a les fees donc de toutes les transactions plus un minting de tokens d'inflation. Donc voilà, c'est ça la source des revenus. Et l'inflation, vous l'avez calibrée comment? Alors on est, dis-moi si je me trompe. Vas-y. Donc on va de 10 à 20% suivant le montant stake. Il y a plusieurs facteurs. Donc suivant un montant stake, s'il n'y a pas du tout de staking, l'inflation sera au plus bas. S'il y a énormément de staking, ça sera au plus haut. Ok, hyper cool. Ok, cool. Donc tout ça, en tout cas, ce sera dévoilé de manière officielle sur octobre, quoi. Enfin, ou Q4. Voilà, exactement. On a bien avancé sur toute la partie documentaire. Donc là, petit à petit, on intègre un certain nombre d'informations. Typiquement, nos 1 milliard de tokens, la supply, le découpage, tout ça. Bon, voilà, maintenant, on va commencer à le ventiler. Ok, cool. Pareil, je pense aux gens qui nous regardent et qui peut-être ont des projets, cherchent à lever des fonds, sont entrepreneurs. Donc vous avez réussi à lever du coup en gros 900K là aujourd'hui. C'est quoi les enseignements, les conseils que vous tirez de cette expérience? Qu'est-ce que vous pourriez transmettre sur la base de cette expérience aux gens qui cherchent à lever des fonds aujourd'hui? Alors, il faut bien toujours remettre en perspective, nous sommes une blockchain, un layer. Donc en fait, on n'est pas une application, d'accord? Donc un projet, c'est pas 3 mois, comme pour une app. Nous, pour le coup, c'est 3 ans. Donc déjà, premièrement, ça c'est un gros travail d'explication. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé voir les VC. Moi, au début, j'ai pris plein de portes. Et puis, alors, on en parle des hypes. Mais alors, même ça, tu vois, genre, tu dis aller voir les VC. J'imagine quelqu'un qui a son projet, qui n'a pas de réseau, tu vois, professionnel. Ah oui. Genre, il y a pas un annuaire des VC où tu prends le premier, tu prends ton téléphone et t'appelles, quoi. Ça, on peut faire une émission rien que là-dessus. On peut prendre 1 heure rien que sur ça. Moi, là, j'en ai un wagon d'histoire là-dessus. Je vais revenir quand même sur mon sujet. Ça veut dire que on a commencé à expliquer, donc on avait 43 NDA, donc clause de confidentialité, en 2023, d'accord, en septembre 2023. En fait, il fallait commencer à expliquer. Quand on va voir les investisseurs, il faut leur dire qu'est-ce que c'est une blockchain. Pourquoi?
Ah oui, en plus tu parles avec des Eh ben oui, parce que pourquoi on est tombé pendant la hype du NFT. Ben oui. Et dans la musique, il y a eu tout et n'importe quoi. Enfin, il y a eu des partenariats qui ont été créés. Enfin, on regarde les choses, on dit mais c'est quoi le fondement? Bon, ok, ça a été créé. Donc nous, à chaque fois qu'on pousse une porte, ouais, on fait de la blockchain. Ah, vous faites du NFT? On est en dessous, on est un peu en dessous. Ah mais non, moi on veut des NFT. Et là maintenant, on tape, vous faites de l'IA dans la musique, vous faites de l'IA. Blockchain plus IA, c'est ouais, mais vous faites de l'IA ou pas? Bon, ok. Donc il faut comprendre que les VC institutionnels fonctionnent par hype. L'argent va où est l'argent. Oui, il y a un côté moutonnier. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, je fais une petite parenthèse, je me permets là-dessus, puisque souvent des entrepreneurs ou des mecs qui cherchent à lever des fonds disent ouais, VC, enfin j'ai entendu des mecs raconter ça. Ouais. VC c'est le pire métier du monde, tu vois, genre en fait tu suis ce que les ah mais complètement. Et les mecs rentrent pas, ils prennent leur téléphone et ouais, qu'est-ce qui est déjà rentré dans ton truc. Non mais j'en ai plein d'exemples. Je te dis, on peut rester une heure. Genre, regarde, un truc. Je suis avec un très bon copain. Alors, bon, il est en France. Ouais. On est ensemble, on mange. Il me dit, t'en es où? Donc à ce moment-là, je dis, bah, on est quasiment à 500 000, ok. On est juste un peu avant la hype de l'IA. Il me dit, ouais, on va commencer à lever des fonds. Il me dit, j'ai pas envie. D'accord. On mange ensemble pendant une heure. Je t'assure, pendant l'heure, moi, je cherchais des fonds pour développer la blockchain. Lui, il a eu 3 appels de 3 fonds. Je dirais pas les noms, mais qui sont très bien connus. Et les gars, ils appellent et ils disent, voilà, on a une enveloppe de temps. Et je t'assure, on cherche à sortir. Pourquoi? Parce qu'on était en octobre. Ouais. Et voilà, il y a la fin de l'année. Il est véridique. Hein. Et le gars, 3 fois. Entrée, plat, dessert. Je t'assure. Hein. Et on parle de 500 000 euros, 200 000 euros. Alors, le dernier, c'est un ticket de 50 000 euros. Ouais. Mais clairement, on était dans la hype. Donc, on a eu le NFT avec la blockchain. Il y a eu l'IA. Demain, ce sera le quantique. Mais il faut bien comprendre ça déjà. Quand on monte un projet, si on n'est pas dans la hype... Il y a des phénomènes de vagues de toute manière, voilà. Et ça... ça, il faut l'intégrer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on s'est retrouvés en étant dans l'univers blockchain. J'ai eu beaucoup de fakes. Okay. Donc en fait, des gens qui t'appellent, souvent en 044, disent oui, bonjour... Alors c'est quoi? C'est des mecs qui fantasment un peu? Non. Alors oui, alors ça, ouais, ça c'est pareil. Ça, sur LinkedIn, ouais, on veut faire VC, donne-moi tout. Bon, c'est 4 000 euros pour que j'aille te chercher un truc. Le gars dit, bon, ok. Les fakes, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, donc nous, au niveau cyber, on a ce qu'il faut en interne, mais en fait, les gens qui te contactent, ils disent, oui, voilà, on voudrait vous voir parce qu'on voudrait comprendre. Et en fait, au bout du 3e rendez-vous, ils disent, bon, alors on va vous chercher des investisseurs, mais vous nous payez en token. Ok, enfin, pour vous nous rewarder. Bon, c'est du contrat d'apporteur d'affaires, donc tu peux dire, bon, d'accord, enfin, soit avançons. Et puis au bout du 5e rendez-vous, ils te disent, ouais, mais j'aimerais que tu me payes en amont. Bah oui, logique. Est-ce que tu peux me faire un virement en USDT? Et je dis, mais attends, je comprends pas. Tu veux que je te paye maintenant en USDT sur un wallet? Oui, regarde ton wallet. Je dis, stop, on arrête. Et ça, on en a eu. C'est une belle jungle, quoi, en fait. Ah oui. Et ça, là où tu as complètement raison, c'est quand tu viens pas de l'écosystème, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que oui. En fait, c'est quoi? Tu vas aux événements, tu rencontres les gens, tu parles. Ouais, mais et à force, moi, ça, ce sera à refaire. J'en ferai la moitié, voire les 3/4. Moins. Ok. D'événements, de réseaux. Ok. Il y en a beaucoup pour toi qui sont faillés. Ouais, parce que tu le vois maintenant, en fait, tous ces événements-là, maintenant, ils ont basculé IA, et puis demain, ils basculeront Quant. En fait, c'est des événements qui suivent la tendance. Et puis des gros, hein, des très très gros. Alors, c'est bien pour faire de l'introduction, mais je suis très mesuré, moi, par rapport à ça. Okay. En plus, enfin, on en a discuté ensemble. Enfin, moi, je suis pas très dans ce truc-là où on monte les drapeaux, gambling, on est les plus beaux. Enfin, on veut vraiment montrer le projet. Et donc, et ensuite, c'est qu'est-ce qui fait sens dans le projet. Et donc, c'est une relation de confiance énorme en fait un VC parce que concrètement, pour démystifier un peu le truc, un VC c'est quelqu'un, une personne physique. Alors même si c'est pas assez sous, si machin, en vrai c'est une personne qui gère de l'argent, soit le sien, soit celui d'un tiers, et qui te fait confiance à toi, entrepreneur. Et en fait, par définition, sinon ça s'appellerait pas venture. Par définition, c'est une entreprise qui est risquée en fait, et où tu crois quelqu'un sur sa capacité à te délivrer un truc qu'il n'a pas déjà délivré par définition, parce que sinon il n'a pas besoin. Avec un biais de conception, il est français. C'est-à-dire que
nous, en France, on parle de VC, sauf qu'en fait, un anglo-saxon, donc les Français, les Européens, mais notamment les Français, sont des terriens, les anglo-saxons sont des marins. Okay, et ça, c'est toute la différence. Donc, les anglo-saxons, quand ils ont un salaire, ils touchent 100, là-dessus, ils ont une grosse partie à investir pour leur retraite. Ouais. En France, on touche 100, il y a 40 qui partent en public. Okay. Donc, en fait, on n'a pas cette appétence financière. Ce qui veut dire que nous, typiquement, en interne, on a des anglo-saxons qui ont investi. Okay. Et puis, pas qu'un peu. Oui, tu veux dire qu'il y a une culture dans la prise de risque. Il y a une culture financière qui n'est pas la même que la France. Oui, en France, on a fait bien le livret A, la pierre. Et puis, oui, mais moi, j'ai fait des réunions avec des gens qui ont des pères de famille aux États-Unis. On a des gens en face de nous sur une table. Et pères de famille, ils ont un boulot, ils ne sont pas du tout dans le sujet, ouais. Mais ils diversifient et ils disent, bah, tiens, Allfit, c'est quoi? Et là, les questions, elles sont ultra pertinentes. Et donc, ça revient sur le sujet, c'est 1, quel problème tu adresses? Ouais. 2, quelle est ta solution? Tant que tu n'as pas ça, ça ne sert à rien de te déplacer. Ça sert à rien. Et nous, ça, au début, c'était très compliqué parce que, en fait, on n'arrêtait pas de dire, c'est quoi le problème de l'industrie dans la musique? Bon, comment on adresse ça, pourquoi on l'adresse, il fallait essayer de l'expliquer sans dire blockchain, parce qu'à l'époque c'était un gros mot. Maintenant, tout le monde, on est en bulle, tout le monde rigole là-dessus. Mais enfin, blockchain, okay. Ouais. Ouais, c'est compliqué quand tu as un projet blockchain de ne pas prononcer le mot blockchain, c'est quand même... Ah bah oui. Donc réseau, décentralisé, tu vois, c'était plein d'analogies. Okay. Donc c'est clairement un parcours du combattant. Et il faut pas y aller la fleur au fusil, quoi. Mais 1 problème, 2 solutions. Voilà, après, tu fais un PowerPoint tout pourri, et les gens en face, ils le comprennent, quoi. Ouais. Ok, cool. Loïs, sur la partie technique, c'est quoi les plus gros challenges que tu as dû relever jusqu'à aujourd'hui pour... Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Substrate, du coup, déjà la blockchain en elle-même. Le monde de la blockchain, on s'en rend compte, mais c'est assez niche d'un point de vue dev. Ouais. Alors Solidity, ça commence à faire du bruit. Ça devient un peu le JavaScript, on va dire. C'est le langage que tu apprends quand tu veux faire du Web3, tu l'apprends en premier. Voilà. Ouais. Tu rentres par là. Donc Solidity, voilà, ça fait un peu de bruit, mais ça reste une communauté assez niche quand même. Et là, après, le challenge, c'est que tu passes sur le développement d'un layer 1. Donc là, il y a presque déjà plus personne qui fait ça. Donc tu as Parity. Donc heureusement que tu as Substrate. Sinon, on aurait dû faire from scratch. Il fallait 5 magasins. 3 ans de plus. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Le gros challenge, c'est que t'as pas beaucoup d'aide. Parce que, y a des personnes, en fait. Ouais. T'es un peu seul. T'as les devs de Parity qui font leur truc. Si t'as un problème avec le framework, tu peux pas essayer de faire un forum. Tu fais pas du React ou des frameworks que tout le monde utilise maintenant. Là, ils se font vraiment dire j'ai ce problème, aidez-moi s'il vous plaît. Non, enfin, ça n'existe pas. Tu vas sur le Discord du mec de Parity et tu parles avec eux directement. Okay. Donc ça, c'est en fait quand t'as un problème, c'est à toi de le résoudre. Donc ça demande quand même pas mal de compétences. Enfin, il y a des fois, je suis resté une semaine sur un truc, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Tu dois être content quand tu règles le problème après une semaine. Ah oui. Ça doit être une délivrance extraordinaire. Ça en est. Il y a des semaines qui n'ont pas été, on n'était pas serein. Il y a des moments. Ma copine avait vu les changements d'humeur. D'ailleurs, big up à nos conjoints, ça déjà. Ah ouais. Oui, parce que ça se fait. On parle de nous deux, mais c'est comme il y a un proverbe africain qui dit un enfant a besoin d'une tribu pour se développer. Enfin, clairement. Nous deux, ok, bon, d'accord, on est les piliers du machin, mais on n'est rien sans tout l'accompagnement autour. Ouais. Et ces 3 années-là, on les passe, c'est aussi parce qu'on a nos copines, épouses derrière, parce qu'il y a l'entourage, parce qu'il y a la communauté. Et puis, nous, les gens qui nous ont rejoints pendant toutes ces années-là, c'est absolument génial. Alors encore une fois, on est complètement ouvert, on a un fonctionnement très open source là-dessus. Donc on dit les choses telles qu'on les pense, donc ça permet à tout le monde de se positionner par rapport à nos appréciations.
Mais oui, sans la tribu, on fait rien. Ça, c'est absolument sûr. Okay. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces insights sur votre projet. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonne chance, bon lancement. Je pense qu'il y a encore quelques nuits qui vont être compliquées. Dans 5 ans. Moi, je fais la Q4 en tout cas. Voilà, oui, c'est ça, Q4. Bah là, déjà, là, on a le hackathon déjà qui arrive là, donc 14, 15, 16 juin, enfin qui était. Qui est le hackathon donc online sur Discord ou on-site à Paris chez Markchain d'ailleurs. Okay. Et puis beaucoup d'informations qui vont arriver tout le mois de juin jusqu'à l'ETHCC. Et toujours cette information qu'on lève, donc si les gens veulent nous rejoindre sur la private, on a encore 200 000 euros en token à lever s'ils sont intéressés. Ok, hyper cool. Bah, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Si vous voulez écouter un autre épisode, n'hésitez pas du coup à regarder une des vidéos qui vient ensuite. Et je vous souhaite à nouveau bon courage, bonne chance. Merci. Et hyper content de voir des anciens apprenants d'Alira porter un projet comme ça. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir. Enfin, pour moi, je vous le dis aussi parce que c'est une vraie satisfaction de ne pas avoir développé l'école pour rien et de voir que derrière, il y a des vrais trucs qui sortent. Et c'est toujours... Donc, on sera toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. Ouais.